Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 8 spécial Halloween, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut les amis Mimi. Jérôme, ce soir, pour le spécial Halloween, nous avons eu le plaisir de recevoir parmi nous 4 invités. Et oui, ce soir, pour ce Mimi spécial Halloween, nous avons la joie d'accueillir Elisabeth de Caligny, qui va nous parler du monstre d'Enfield dans l'Illinois, ainsi que Pascal Cazotte, qui va nous relater les faits qui se sont déroulés dans cette maison hantée de Papus, ainsi qu'un témoignage assez troublant de Romain Priou, une de ses amies qui perçoit les mondes invisibles, qui a été confrontée un jour à un démon dans des circonstances assez spéciales. Voilà. Et enfin, Mel Blanc fera le rapport, le pont d'Halloween aux bonbons et aux friandises d'Halloween. Et petit bonus, tu vas nous raconter une histoire qui t'est arrivée il y a longtemps. Si nos amis Mimi s'en souviennent, on en avait déjà parlé l'année dernière, on avait dit que tu avais eu une expérience paranormale quand tu étais jeune. Eh bien, ce soir c'est le bon moment pour en parler. Jérôme, que s'est-il passé pendant la nuit du 31 octobre 1992? Et oui, j'en avais brièvement parlé dans un Mimi l'année passée, spécial Halloween, mais je n'étais pas rentré dans les détails. Donc ce soir, je me confie à vous. Je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé il y a 30 ans de cela, donc en 1992. Alors en fait, j'habitais Rouen à l'époque, nous étions une petite bande d'amis, et puis comme beaucoup de jeunes adultes ou ados, on va dire, on a tous toujours voulu pratiquer une séance de spiritisme. Donc dans cette bande d'amis, j'avais une copine, Céline, qui était assez branchée, carte de divination, etc. Et puis un jour, elle nous avait proposé chez elle de faire une séance de spiritisme. Donc on avait tenté cette séance de spiritisme. Alors on en a fait 2 ou 3, voilà, à la suite, qui n'ont pas vraiment fonctionné, quoi. Le verre bougeait d'1 centimètre, et puis là on se regardait tous du coin de l'œil. Bon, c'est toi qui l'as fait bouger, vous savez. On a tous vécu ça. Et puis un jour, un soir comme un autre, on a dit allez, on en refait une. Et puis je sais pas, ce soir-là j'étais investi, je me suis dit allez, c'est moi qui vais mener la danse ce soir-là. Donc comme on avait notre petit rituel, on a commencé à étaler toutes les lettres tirées d'un jeu de Scrabble, donc les 26 lettres de l'alphabet avec les 10 chiffres de 0 à 9. Et puis au milieu, un petit papier écrit oui, un petit papier écrit non, et puis ce fameux verre au milieu. On était 4 autour de la table, et puis on a posé comme on le faisait habituellement, notre doigt sur ce verre. Et puis c'est moi qui ai lancé le truc, et puis voilà, esprit es-tu là, comme voilà, on fait toujours dans ces séances de spiritisme. Et puis au bout de 2-3 esprits es-tu là, à un moment donné, le verre a été franchement sur le oui. Mais franchement, on s'est regardés tous les 4 autour de la table, genre ouais, c'est toi qui as fait bouger le verre. Et là on s'est tous regardés, je voyais bien les points d'interrogation dans les yeux de mes amis ce soir-là. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Donc je me suis dit, voilà, la connexion se fait, quoi. Donc on était pris dans le move du truc. Et puis alors j'ai dit, voilà, je cherchais un peu mes questions parce qu'on était tous surpris que ça marchait aussi bien sur ce coup-là, quoi. Et puis j'ai demandé, alors esprit, est-ce que tu peux nous donner ton nom? Et là le verre, mais c'est là qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait, parce que contrairement aux autres séances où on avait fait, donc c'était vraiment foireux, là le verre a été franchement sur la lettre N et sur la lettre B, et il est revenu au centre. Et là je vous parle de ça, j'en ai encore des frissons. On s'est regardés tous les 4, N, B, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça m'est venu comme ça, j'ai dit, est-ce que c'est les initiales de ton nom? Et là il a été franchement sur le oui, il est revenu au centre. Et quand je vous dis franchement, on avait quasiment du mal à suivre un petit peu le verre, tellement le verre bougeait rapidement. Et donc là, NB, c'est les initiales de ton nom. Alors j'ai dit, est-ce que tu peux écrire ton nom entièrement? Et là le verre, je ne vous mens pas, je le jure sur la tête de mes filles, le verre a été sur le N, sur le A, sur le P, sur le O, sur le L. Et là on s'est tous regardés, on a tout de suite compris. Napoléon Bonaparte. Et pendant qu'on se regardait
en ayant cette même réflexion. Non, c'est pas possible. Le verre continuait, limite, on regardait même plus le verre, mais on avait encore la main dessus, et le verre a écrit dans son intégralité le nom de Napoléon Bonaparte. Alors là, je vous dis pas, on était tous assis sur notre chaise, on trémoussait de, voilà, on est en train de parler avec Napoléon. Alors, je m'étais un petit peu, je vais pas dire renseigné, mais j'avais pris connaissance du fait que lors de ces séances de spiritisme, on pouvait avoir affaire à des esprits, je dirais, malins, qui veulent jouer un petit peu avec les gens, qui arrivent à rentrer en communication avec eux, et qui pouvaient, voilà, on pouvait être face à un esprit qui pouvait se faire passer pour Napoléon. Et cette soirée-là, on était toute une bande, on était 6 ou 7, je crois. Donc 4 autour de la table, et il y en avait 2-3 qui n'avaient pas participé à cette séance de spiritisme. J'en reviendrai à la fin, notamment ma petite amie de l'époque qui s'appelait Cécile, et qui elle ne croyait pas du tout en ces choses-là. Vraiment pour elle c'était des foutaises, des conneries. Bon, pendant à chaque fois qu'on faisait ces séances, elle nous regardait avec un petit rictus, l'air de dire mais vous faites n'importe quoi. Et là ce soir-là, elle nous regardait, mais en même temps elle se disait bon là ça a l'air de marcher leur histoire. Bon bref, je reviendrai plus tard là-dessus. Et donc une autre amie qui était avec elle, je lui ai dit écoute, pour savoir si c'est un esprit malin, il y a qu'une seule, on va lui poser des questions bien précises sur Napoléon, on va voir si ses réponses matchent quoi. Donc je lui ai dit écoute, sors un dictionnaire, va sur les noms propres Napoléon Bonaparte, et puis je réfléchissais dans ma tête à une question que je pouvais lui poser. Et c'est là où je vais vous expliquer comment ça s'est passé, et voilà, où c'est vraiment troublant. À un moment j'ai dit voilà. Est-ce que tu peux nous donner la date de ton sacrement? Parce que le temps de se remémorer ce qu'on avait appris sur Napoléon à l'école, je savais qu'il avait été sacré empereur, etc. Je me rappelais plus la date de son sacrement. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu peux nous donner la date de ton sacrement? Et là, le verre, il nous a emmené sur 1, 8. Au moment où il a mis le 8, je me suis dit, ouais, c'est un esprit malin qui veut jouer avec nous, parce que pour moi, dans ma tête, j'étais parti sur le fait que Napoléon ait été sacré empereur à la fin des années 1700, au sortir de la Révolution. Je ne connaissais pas la date, mais pour moi c'était fin 1700. Et il continue, 0 et 4, 1804. Et là, je me retourne vers mon ami, je lui dis alors, il a été sacré à quelle année Napoléon? Parce que là, c'est pas la bonne date. Et là, elle me regarde, elle me dit mais oui, c'est bien 1804. Alors là, on était tous surpris. Alors c'est vieux cette histoire, hein, ça remonte à 30 ans. Je me rappelle plus toutes les questions qu'on lui a posées. Et à un moment donné, c'était une époque où j'avais entendu parler de ces prophéties de Nostradamus, etc., qui parlaient des antéchrists, et que Napoléon et Hitler auraient pu être un antéchrist. Et je lui pose cette question, est-ce que tu es un antéchrist? Et là, à un moment donné, le verre, on va dire, s'est énervé, en fait. Il a commencé à faire des mouvements un petit peu erratiques. Et il s'est stabilisé. Et bon, j'ai dit, j'ai posé une question qui fâche, peut-être. Et à un moment donné, le verre est parti tout seul. Et alors, je remonte un petit peu en arrière. Le verre allait tellement vite, comme je vous expliquais, que ma fameuse amie de l'époque, à qui j'avais demandé de sortir ce dictionnaire, je lui ai dit en même temps, prends un crayon et un papier, parce que là, on a du mal à suivre, tellement le verre va vite sur les lettres, le temps de voir la lettre, de réfléchir au mot ou à la phrase qu'il avait voulu former. Et là, le verre va tout seul sur des lettres. Alors, j'épelle les lettres à mon ami. Alors, désolé, hein, c'est tellement vieux, je ne me rappelle plus ce mot, ce nom. Il nous a sorti un truc, c'était incompréhensible. Et mon ami, je lui dis, écoute, cherche dans le dictionnaire, regarde. Alors, elle cherche dans le dictionnaire des noms communs. Ça ne matchait pas. Et je lui dis, regarde dans les noms propres. Donc, elle sort le vieux dictionnaire de ses parents, noms propres. Et elle regarde le mot que nous avait sorti ce vers, eh bien c'était le nom d'une ville en Israël. Voilà. Et là, je vais m'arrêter là parce que à un moment le vers s'est à nouveau énervé et là il a commencé à nous bouler les lettres. Et comme je savais que ça pouvait être dangereux, les séances de spiritisme, je me suis dit là on communique vraiment avec un esprit, je ne sais pas si c'est vraiment Napoléon, si c'est un esprit malin, mais il y a une puissance qui se dégage de tout ça, on va peut-être arrêter nos bêtises. Donc on le savait, hein, quand des séances de spiritisme se terminent, il faut, enfin moi c'est ce que j'avais entendu à l'époque, prendre le verre, le poser sur une bougie pour mettre une flamme dans le verre pour chasser l'esprit en fait, se débarrasser de cet esprit. Et je vous parlais de cette amie, ma petite amie de l'époque, Cécile, qui ne croyait pas du tout en tout ça.
pour vous dire qu'il ne faut pas jouer avec tout ça. Parce que elle, voilà, toute la soirée, à un moment on a joué à cette séance, elle se moquait de nous. Hein. Voilà, elle avait son petit rire dans le coin. Là. Bon, c'est n'importe quoi votre truc. Et du coup, on devait sortir après dans Rouen, je ne sais plus quoi faire. Et puis, bon, bah, on range tout, machin. Et à un moment donné, on entend ma copine Cécile qui se met à crier, mais un cri un peu glaçant, quoi. Et on se rend compte qu'elle était dans l'entrée de l'appartement où on était. Et là, on arrive, elle était quasiment à genoux par terre, mais livide, blanche, mais blanche comme un linge, quoi. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce qui... Pour moi, elle avait fait un malaise, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et elle me dit, vous me croirez pas, vous me croirez pas. Elle arrêtait pas de dire, vous me croirez pas. Ben, j'ai dit, mais à un moment, oui, vas-y, sors, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, bah écoutez, je suis allé dans l'entrée, j'ai pris mon manteau, je l'ai mis sur mon dos, et je me regardais dans la glace, dans cette entrée, il y avait une glace, et j'ai pas vu mon reflet. Et c'est là où elle a été prise de ce moment de panique, elle s'est mise à crier. Alors, j'ai su après, parce que bon, on s'est séparés avec cette petite amie, mais j'ai su après qu'il lui était arrivé pas mal de bricoles, de choses. Même une fois, on s'était revus, j'avais essayé de lui tirer les verres du nez, elle n'a jamais voulu me dire ce qui lui était arrivé, mais je sais qu'il lui est arrivé des choses pas très nettes suite à cette séance. Et vous voyez, c'était une personne qui ne croyait pas du tout en tout ça, qui avait assisté de loin à notre séance. Et je pense que cet esprit, alors je ne sais pas si c'était vraiment Napoléon, même si après je m'étais un petit peu renseigné sur le truc, je sais que Napoléon avait eu un lien assez fort avec la ville de Rouen. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous avons sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen cette grande statue de Napoléon. Et eh bien, voilà, le fait de ne pas y croire et de se moquer de cette chose-là, je pense que l'esprit s'est tourné vers elle, esprit fragile peut-être, en parlant de mon ami, hein, et puis l'a tourmenté quelques temps derrière. Voilà, donc un petit conseil, moi depuis 30 ans, je n'ai jamais retouché à un verre, à faire une séance de spiritisme. Ce jour-là, ça m'a vraiment marqué, ça a été un tournant dans ma vie, entre guillemets, parce que je me suis dit, j'ai dialogué avec quelque chose du monde invisible en fait. Voilà. Donc pour moi, à partir de ce jour, j'ai eu la conviction qu'il y avait quelque chose, alors je ne vais pas dire après la mort, mais il y avait quelque chose au-delà de notre vie terrestre, quelque chose d'impalpable, d'invisible, comme voilà, le générique de Mimi et Mimi, le magazine des mondes invisibles. Et donc moi j'ai vraiment été marqué par ce jour qui m'a définitivement convaincu qu'en effet on pouvait communiquer avec des esprits qui ont quitté ce plan terrestre, donc à savoir avec qui on dialogue après et s'ils sont vraiment pris de bonnes intentions, ça c'est une autre affaire, donc grosse méfiance avec ces séances de spiritisme parce que vous pouvez vous attirer des bricoles pas très sympathiques. Eh bien, Maître Jérôme, après ces révélations de ta jeunesse, donc on le rappelle, hein, faites pas ce genre de conneries. Pas de spiritisme, pas de Ouija. C'est vraiment dangereux. Voilà. À moins que vous ayez envie de vous amuser avec des esprits maléfiques. Et puis être emmerdé après toute votre vie, c'est surtout ça. Est-ce que ça donne après? Exactement. Eh bien, écoute, Jérôme, ce que je te propose, c'est qu'on continue sur les phénomènes de hantise. Et justement, Papus, à son époque, hein, le disciple de Maître Philippe, a été appelé par une particulière qui a habité dans une maison où il y a eu de sérieux, mais vraiment sérieux phénomènes de hantise qui a été constaté par de très nombreuses personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont appelé Papus. Et tu vas voir que c'était pas de la rigolade. Et c'est Pascal Cazotte qui va nous en parler. Hâte de découvrir ça. Allez, Pascal. Oui, bonjour Antoine. Effectivement, je vais te parler d'une histoire qui est très peu connue en fait, qui a été relatée par Papus lui-même dans un petit livret et c'est quelque chose d'assez incroyable hein, qui s'est passé dans une maison d'un petit village de Seine-et-Marne. Alors, donc, je commence à raconter l'histoire en question. Ça s'est passé à Valence-en-Brie. C'est un village qui, à l'époque, comptait 700 habitants à peu près, donc un village de Seine-et-Marne, comme je l'ai dit. Toujours est-il que dans ce village, il y avait une maison
dans laquelle vivait une famille. Une famille relativement aisée, puisque je crois que le mari était huissier, ils avaient deux bonnes à leur service, mais le mari, il était souvent obligé d'aller travailler à Paris. Je crois qu'il exerçait la profession d'huissier, il me semble. Et il laissait dans sa maison donc sa femme avec leurs deux enfants et donc les deux bonnes qui étaient au service de la maisonnée. Et un jour du mois de juillet 1896, lorsque l'une des bonnes, je crois que c'était la plus jeune, est descendue à la cave, elle a entendu une voix, mais alors terrifiante, une voix tonitruante, qui l'a insultée, qui tenait des propos orduriers. Puis il y avait personne dans la cave, mais les bruits émanant de cette voix étaient tellement forts que ça a ameuté les voisins. Ils sont donc descendus dans la cave. Il y a à peu près une douzaine de personnes qui sont arrivées pour voir ce qui se passait. Et puis, ils ont entendu cette voix, eux aussi, ils ont été témoins. Par contre, ils n'ont vu personne. Alors, ça a commencé comme ça, donc par une voix très forte qui prononçait des injures, etc. Bon, qui a aussi menacé de mort la maîtresse de maison. Alors, il faut savoir que la maîtresse de maison, qui s'appelait Madame Lebègue, hein, ça faisait déjà 8 mois qu'elle était alitée, elle était malade et les médecins n'y comprenaient rien. Ils savaient pas vraiment ce qu'elle avait et puis ils n'arrivaient pas à la soulager et elle était vraiment dans un état très très critique. Et à un moment donné, peut-être 2, 3 jours après, la voix ordonne à la bonne d'écrire une déclaration, comme quoi il est à l'origine donc de ces actions. Alors, je vais te raconter bien sûr tout ce qui s'est passé comme phénomène, et en fonction d'un contrat qu'il doit respecter. Et ce contrat veut que la maîtresse des lieux décède. Voilà. Donc il est là pour tuer en fait la maîtresse de maison, qui était donc Madame Lebègue. Alors, non seulement on a cette voix qui a commencé donc dans la cave, mais après, cette voix, on l'a entendue pratiquement à tous les niveaux de la maison, au rez-de-chaussée, également dans toutes les pièces du premier étage, et elle était d'une puissance incroyable, cette voix. Mais il n'y a pas eu que ça. Dans la cave, il y avait des planches qui étaient énormes, et qui étaient aussi avec un tonneau, oui, je sais, et ça n'arrêtait pas de se trimballer d'un côté de la cave à l'autre, mais des planches qui étaient très lourdes, hein. Ça n'arrêtait pas de se déplacer. Ensuite, il y avait dans les pièces qui étaient inoccupées les meubles qui étaient renversés. Dans les autres pièces, des objets se trouvaient brisés, jetés furieusement à terre. On a vu aussi un miroir qui a été perforé de l'arrière, alors que à l'arrière il y avait le bois et le bois n'avait aucune trace d'un quelconque choc. Alors là où ça a été le summum, c'est je crois le quatrième jour des phénomènes. Tu as tous les carreaux de la maison qui se sont mis à éclater et en plein jour à 4 heures de l'après-midi. Alors là, ça a été vraiment le summum. Alors, c'était quelque chose de terrifiant, mais bien sûr, pour la famille et pour les domestiques, hein, qui étaient dans la maison. Alors, Monsieur Lebègue, il a fini par porter plainte et pensait qu'il était l'objet d'une agression de gens qui essayaient de faire croire à des fantômes, etc. Mais la police a investigué et n'ont rien trouvé du tout, naturellement. Et finalement, en désespoir de cause, il a fait appel à Papus. Il a même proposé à Papus de le payer pour venir voir le phénomène et puis arriver à le résoudre. Et Papus, il a refusé tout argent, mais bien sûr, tous ceux qui connaissent Papus savaient que c'était un homme d'une bonté de cœur extraordinaire. Enfin, il est venu, il a passé plusieurs nuits sur place, il a constaté les événements. Et en plus, il a été aidé dans sa tâche par un abbé qui s'appelait l'abbé Chénebelin et qui était aussi quelqu'un très féru en occultisme, voilà. Et donc, ils ont commencé à expliquer à la famille ce qu'on appelle le pouvoir des pointes.
Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir des pointes? C'est-à-dire qu'il fallait utiliser un objet très pointu, tranchant, pour s'attaquer à ce phénomène. Alors, par exemple, lorsque la voix alors, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que la voix émanait toujours au départ à partir du sol, que ce soit au rez-de-chaussée, au sol de la cave ou au sol du premier étage, ça démarrait au niveau du sol. Et par exemple, Papus avait dit à une des servantes, si vous entendez une voix venir du sol, de suite, vous lui lancez un objet pointu. C'est ce qui s'est passé, notamment une bonne, elle avait un tire-bouchon sur elle, très aiguisé, très pointu, elle a lancé sur un carreau donc du carrelage, hein, du vestibule, et on a vu à ce moment-là une pluie d'étincelles, mais une explosion plutôt d'étincelles, puisque ça venait du sol, s'élevait jusqu'à 50 centimètres de hauteur et ça faisait plus de 20 centimètres de diamètre, un truc assez étonnant. Et alors, c'est pas tout, parce que donc on a voulu aussi essayer de savoir si ça ne venait pas aussi ces espèces de poltergeist d'un des membres de la famille, voire des bonnes, etc. Alors les bonnes ont été mises de suite hors de cause parce que les événements, les phénomènes plutôt continuaient à se produire alors qu'elles étaient rentrées chez elles, les bonnes, le soir. Les enfants, on les a aussi évacués de la maison, mais ça venait pas d'eux non plus. Et la femme qui était alitée, Madame Lebecq, un jour, on l'a changée de maison carrément. On l'a déposée dans un lit d'une maison voisine. Mais toujours pareil, Papus l'avait dit, munissez-vous d'une arme tranchante. Elle avait un gros couteau bien, bien pointu sous la main. Et à un moment donné, alors qu'elle se trouvait dans une maison voisine, les phénomènes sont réapparus et elle a vu son lit se soulever et le lit était sur le point d'être renversé, d'être retourné et elle a eu la présence d'esprit de se saisir de ce couteau et de donner des coups de couteau dans le vide. À ce moment-là, on a entendu comme un grognement et tous les phénomènes se sont arrêtés pendant environ 10 heures. Alors, voyons que ça a marché, notamment le fait d'essayer de se défendre contre une entité invisible, en quelque sorte. Le fils de la maison, lui, il a une autre idée. Il a pris une carabine, il est descendu dans la cave au moment où on entendait la voix, et puis il a tiré plusieurs coups dans la cave, au hasard, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de cible visuelle. Et il a entendu à ce moment-là des gémissements comme d'une bête blessée, hein. Et puis là aussi, les phénomènes se sont arrêtés pendant quelques temps. Et puis au fur et à mesure, la voix a commencé à expliquer qu'ils étaient en fait trois. Ils étaient plusieurs à faire ces poltergeists, quelque part. Et ils ont fini par expliquer aussi qu'ils avaient été blessés, même blessés par le coup de couteau, blessés par les coups de carabine, etc. Et en fait, ce qu'avait compris Papus, alors Papus, je dis qu'il avait compris, mais en fait, il avait été aidé aussi par son maître de l'époque, qui était Maître Philippe de Lyon. Maître Philippe de Lyon à qui il avait soumis cette affaire et qui lui avait expliqué ce qui s'est passé. En fait, ce n'était pas un problème de maison hantée classique, c'était pas un fantôme qu'on peut le concevoir, mais c'était des sorciers. Il y avait deux sorciers qui avaient été engagés par un troisième homme pour tuer cette Madame Lebec. Donc, après, comment est-ce qu'ils opéraient, ça, je peux pas te le dire, mais toujours est-il que Papus, étant au fait de cette histoire, il est descendu dans la cave, il n'était pas seul, il avait avec lui deux assistants, et ils ont fait une pratique magique. Il n'en parle pas davantage parce que bon, c'était secret naturellement. Alors, au fur et à mesure que ils ont lutté, lui et puis l'abbé Chênebelin, eh bien, à force, les phénomènes ont commencé à disparaître et Madame Lebègue, qui était malade depuis 8 mois, elle a recouvré la santé. Déjà, elle a réussi à se lever de son lit et puis le 27 juillet 1896, elle était entièrement guérie, elle pouvait sortir faire ses courses, elle était sauvée. Alors voilà cette histoire qui était assez extraordinaire parce que là, en l'occurrence, on n'a pas affaire à un phénomène de hantise ordinaire, mais vraiment une attaque en règle émanant de sorciers, hein, qui arrivaient sans doute par les invocations à déplacer leur esprit dans cette maison et à faire toutes les horreurs destinées à détruire cette pauvre Madame Lebègue. Alors, ce que j'aimerais pour terminer cette histoire, c'est lire une lettre qui a été adressée à Papus
par justement cet abbé Chênebelin. Alors il lui écrit en date du 22 juillet 1896 à Papus, parce qu'entre-temps il était rentré chez lui, Papus naturellement, il avait fait son travail, mais il y avait encore certaines choses encore à régler, on va dire, hein, pour vraiment débarrasser la maison de ce phénomène. Alors voici ce que l'abbé écrit donc à Papus. Mon cher docteur, il m'est impossible de vous raconter par le menu toutes les péripéties de ma lutte contre Jacques. Alors, ce Jacques, en fait, c'était comme ça que c'était, sous ce nom-là, je veux dire que c'était présenté l'une des entités invisibles, qui était donc un sorcier, hein. Alors, je reprends la lecture. Donc, ma lutte contre Jacques, alors traqué, tracassé, il avait fini par s'en prendre à moi. Nous avons eu des attrapades, mais toujours à distance respectueuse de la pointe de mon épée aimantée. Il a essayé de me lancer des projectiles, pierres, briques, bûches de bois, mais un coup de fusil avec petit plomb lui a donné à réfléchir et n'a pas recommencé. C'est le 9 juillet que Madame Lebec s'est levée pour la première fois. Le 11 au soir, Jacques demande pardon, m'apprend que son copain sorcier est mort, que celui qui les a payés est mort aussi, que lui-même va mourir, qu'on trouvera son cadavre dans le souterrain. Je lui donne rendez-vous chez moi, il a peur et ne vient pas. Il me donne à son tour rendez-vous dans ma chambre dans la nuit du 12 au 13 à 1 heure du matin. Je dormais comme une souche, il me déclare le lendemain en grande colère qu'il est venu, mais que je n'ai pas daigné l'écouter. Il recommence son boucan. Je brûle dans le jardin avec soufre et pétrole une vieille loque rouge qu'il avait agitée. 2 fois, il arrive à l'éteindre. La troisième fois, il hurle de douleur et demande grâce. Le soir, il se manifeste pour la dernière fois. Il bafouille comme un ivrogne. Il veut nous assassiner tous, faire sauter la maison pour le 14 juillet. Je l'envoie cuver son vin. Il n'est plus revenu. Voilà, tout s'est arrêté après la dernière action donc de l'abbé Chênebelin. Voilà. Donc c'est une histoire complètement extraordinaire, vraiment incroyable, et que j'ai découverte il y a peu de temps. Oui, après tout ce que nous a expliqué Pascal, moi je vais te partager le témoignage de Romain, voilà, qui est assez troublant, parce qu'il était en compagnie d'une personne qui a ses capacités à percevoir les mondes invisibles. Et vous allez le voir dans le récit de Romain. Cette personne a perçu, a capté la présence d'un démon sur une propriété. Je vous laisse écouter le témoignage de Romain, vous allez voir, c'est assez troublant également. Ça s'est passé cet été avec une amie donc en Bretagne, donc dans mes terres natales, hein, chez des amis qui viennent d'acquérir une maison à côté d'un château, à côté de la Vilaine, donc en Ille-et-Vilaine. Donc une vieille maison où on a passé la soirée déjà, parce que donc mon amie en question qui s'appelle Aurore, elle m'a donné l'autorisation de donner son prénom, a des capacités de clairvoyance, donc elle voit dans l'invisible. Donc déjà sur un bâtiment qui était en ruine, sur lequel ils font des travaux, mes amis, elle avait déjà entendu des voix, des enfants qui pleuraient pendant qu'on était à l'apéro. Elle est partie avec de la sauge faire le tour et donc dire que bon ça s'était un peu calmé, mais que quand ils voudront vraiment démolir cette ruine, il faudra refaire venir un géobiologue. Donc, ça mettait déjà un peu l'ambiance de l'apéro. Okay. Voilà, on a dîné, on a discuté de ces sujets-là où mes amis sont aussi un peu branchés sur la question. Et une fois que la nuit est tombée, ils ont une espèce de calvaire avec une croix en pierre à l'entrée de leur propriété, et, des grands arbres. On a fait tout un tour. Ils ont un assez grand terrain, donc c'était magnifique de voir les grands arbres, des chênes, je sais pas, le tronc qui devait faire 2 mètres de diamètre. Voilà, mon ami Aurore, voilà, complètement à discuter avec l'arbre. Il y avait des élémentaux qui étaient là également. Et puis donc on s'est rapproché petit à petit de ce calvaire, et donc les anciens propriétaires ont dit à mes amis que la croix qui était sur le bloc, en fait c'est un bloc de béton, avait été récupérée dans le cimetière du village d'à côté, rapporté sur le bloc de béton et retourné. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas affaire à une tombe, mais une croix qui a été prise sur une tombe parce on voyait encore l'inscription d'un défunt, je ne sais plus comment il s'appelait, avec les dates de naissance et de mort.
Et là, et donc ils n'ont jamais su, eux, pourquoi ça avait été mis comme ça, à cet endroit-là en particulier, parce que leur terrain, il y a un chemin piéton qui après longe, et on est aussi dans l'axe entre le château et puis la Vilaine, qui à l'époque devait être fréquentée pour amener, débarquer les denrées, etc., même pour du trafic. Et mon ami on commence à en discuter. On est en pleine nuit, hein. On a les lampes torches, on fait le tour de l'objet, on discute, on papote comme ça. Et mon ami là, Aurore, elle commence. Elle m'a raconté après ce qui s'est vraiment passé, mais elle dit tout de suite, au bout de quelques minutes, non, non, mais là, moi, on peut plus, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille tout de suite. Et avec, elle a commencé à blêmir et à avoir une espèce de tremblement dans la voix. Je l'avais jamais vu comme ça, hein. Quelqu'un qui est sacrément ancré, qui sait, enfin, l'invisible, elle sait ce que c'est. Et là, je pense qu'elle lui a affaire à quelque chose qui était complètement, hors du commun et inquiétant. Voilà, elle dit tout de suite, on s'en va. Et nous, on est rentré chez mes parents, mes amis sont rentrés, et donc elle m'a raconté ce qui s'est. Et moi, j'ai senti, quand elle a commencé à dire ça, moi, pareil, un courant d'air froid dans le dos, et je me sentais vraiment pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et elle, en fait, elle m'a raconté qu'elle avait eu affaire à un démon que elle a vu qu'il y avait une crypte en fait là dans le sol, que le bloc de béton était pas du tout là par hasard, hein, et la croix non plus, hein, que tout ça avait été sans doute sciemment fait pour empêcher une espèce de magie noire de ressortir en fait de la crypte. Et elle y a vu des scènes de torture, d'horreur complète, avec un démon qui était accroché en fait à cet endroit-là, et qui, à partir du moment où elle s'est branchée dans l'invisible sur le lieu, sur la crypte, le démon est apparu tout de suite pour dire non, tu dégages de là, t'as rien à faire là, et t'as pas besoin de savoir ce qui se passe. Elle a quand même un peu insisté, et puis bah là tout de suite la présence elle m'a raconté une immense masse noire, un noir profond, enfin hyper flippant, une boule dans le ventre, et elle avait jamais eu affaire vraiment à un démon de cette capacité-là. Et quand elle au volant, on avait 30 bornes à faire pour rentrer chez mes parents. Mais voilà. Et puis toute la nuit, hein, moi j'ai balisé quoi. Elle a eu, elle a pas dormi de la nuit. Elle s'est connectée à ses guides, ce qu'elle m'a raconté, hein, pour amener de l'amour et de la lumière, pour qu'elle soit pas polluée par cette histoire-là. Et voilà, moralité. De se faire une petite bulle de protection, voilà. Ah bah oui, pour empêcher. Bon, après, comme elle est costaud, le démon n'est pas venu la chatouiller, mais c'était plutôt l'énergie de la magie noire qui avait été créée pour les tortures et tout ce qui s'était passé, qui a fait qu'il a fallu qu'elle se protège toute la nuit, parce qu'elle a été attaquée ou sollicitée, voilà. Donc voilà, petite anecdote, hein, où le conseil qu'on peut donner dans ces cas, c'est déjà d'être accompagné par des gens qui sont branchés, qui voient dans l'invisible, plutôt qu'aller même dans les cimetières, hein. Il y a des fois, tu vas aller chatouiller des endroits, des cryptes, des lieux où tu vas les réveiller sans le savoir, comme ça, des entités de l'ombre qui sont là, point, voilà, elles sont là, et c'est pas la peine d'aller vouloir jouer avec, ou parce que ça va vous poser beaucoup de problèmes. Voilà, c'est très clair. Il faut faire très attention avec ces énergies-là quand on ne sait pas les manipuler et qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Voilà, donc on a eu très peur, elle a eu très peur. Mes amis, je leur ai juste raconté qu'il y avait quelque chose qu'il fallait pas toucher. On n'est pas allé plus loin. On n'a pas raconté l'histoire de démons et tout. Et voilà. Depuis, il n'y a pas de problème, hein. Mais je trouve que ça fait partie de ces histoires qui méritent d'être racontées pour que les gens prennent conscience qu'il faut faire gaffe. Donc ce bloc de béton aurait été posé sur cette crypte avec une croix par-dessus qui aurait été pris dans le cimetière. Une croix en pierre dans le cimetière. Voilà, dans le cimetière du village voisin, pour alors créer une espèce de contre-énergie, pour empêcher l'énergie sombre de sortir. Donc c'est des gens compétents, géobiologues, ou énergéticiens, ou des gens qui ont des capacités pour voir dans l'invisible, qui ont fait ça très clairement pour empêcher que ça sorte. Alors si des personnes ne sont pas au courant, comme les nouveaux propriétaires de ce lieu, ils se disent moi ça fait moche ce calvaire à l'entrée de chez moi, là on va le raser, on va le retirer, on va retirer la dalle. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait se passer derrière?
bah, du coup, tu libères une énergie que tu vas pas maîtriser et tu vas déclencher, alors, phénomène de maison hantée, ça va peut-être, hein, enfin voilà, en tout cas, Des polluer le lieu. phénomènes, voilà. Et tu vas avoir voilà, des phénomènes qui vont faire en sorte que bah, tu pourras plus vivre ici. Enfin, ça, Ouais. c'est très clair. Tu vas être amené à partir si tu n'as pas des gens qui sont capables d'aller affronter alors, voilà, des prêtres exorcistes, des gens qui sont en capacité d'aller se coltiner. Et j'en ai rencontré dans ma vie, hein, des prêtres exorcistes. Quand ils te racontent ce qui se passe dans certaines maisons, dans certains manoirs ou dans certains lieux, hein, tout court, où il y a de la magie noire, t'as pas envie d'aller t'y frotter. Hein. Mhm. Ça peut te tuer, en fait. Hein. Mhm. Oui, non, non, mais Voilà. voilà, comme tu le disais, ce sont des énergies, il faut pas jouer avec ça, quoi. Pas du tout. Avoir conscience qu'elles existent, parce que c'est quand même aussi important de pas non plus balayer ça sous le tapis, dire oh non, c'est encore n'importe quoi, machin. Enfin, pour moi, ça existe et c'est très fort. Et que pour les manipuler, voilà, il faut être accompagné de gens bien expérimentés. Mhm. Eh bien, moi, je serai le propriétaire. Je crois que je ne retirerai jamais la croix. C'est ce que je disais avec Romain, hein, si vous avez des espèces de pierres tombales sur votre terrain, vous savez pas trop ce que c'est, hein. Vaut mieux pas y toucher, parce que peut-être que ce sont d'anciens propriétaires qui ont capturé voilà, l'âme d'une entité maléfique, d'un démon, Et qu'ils l'ont scellé. et qui l'ont scellé. Mais donc, à vos risques et périls si vous bougez ces pierres. C'est ça, à la Naruto. Tu connais Naruto? Oui, je connais. Ouais. Bon. Eh bien écoute, moi ce que je te propose maintenant c'est de faire un petit tour avec Amel Blanc qui va nous expliquer pourquoi sur cette époque d'Halloween, de la fête de Samin, Mhm. on a glissé vers une quête effrénée de friandises Mhm. et pourquoi nos enfants sont happés dans cette quête de friandises, À taper à toutes les portes. à taper à toutes les portes. La bourse des bonbons, la vie, c'est ça? Oh, Non, ou un c'est quoi? sort. Ah, c'est ça, des bonbons ou un sort. Ouais. Eh bien, on va éviter le sort ce soir et puis on va écouter la friandise que nous propose Amel Blanc. Avec grand plaisir. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de la légende de Jack O'Lantern, à qui nous devons les citrouilles de Halloween. Alors, l'histoire de Jack O'Lantern commence en 1750 en Irlande. Jack, avant de s'appeler Jack O'Lantern, il faut savoir qu'il s'appelait Old Jack, que c'était un forgeron extrêmement méchant, mesquin, ivrogne, qui s'en prenait absolument à tout le monde, au point qu'au soir de sa mort, un 31 octobre, ni l'enfer ni le paradis ne voulèrent de lui. Et donc, ce brave Jack O'Lantern, brave ironiquement, hein, Jack O'Lantern devint Jack O'Lantern dans le sens où il fut condamné à errer à chaque 31 octobre avec pour seule compagnie une lanterne, et cette lanterne était un navet creusé. Vous voyez, ça, c'est une représentation de ce qu'on pouvait retrouver entre 1750 et le début du XXe siècle en Irlande. Une représentation de Jack O'Lantern, ainsi faite. Donc, les navets étaient creusés et à l'intérieur des navets, une bougie était installée afin d'empêcher des âmes errantes, des esprits maléfiques, de rentrer dans les foyers. C'était la tradition. Donc, ça a commencé avec la légende de Old Jack, devenu Jack O'Lantern, qui était une âme errante et qui hantait les rues de l'Irlande. Et bien sûr, quand les Irlandais alors pour ceux que ça intéresse, pardon, hein, petite parenthèse, ce merveilleux navet creusé, vous pouvez le voir au National Museum of Country Life, c'est à Castelbar. D'accord? Pour les plus curieux, les plus téméraires qui ont envie d'affronter ce regard, je vous invite à vous y rendre. Ensuite, il faut savoir que quand les Irlandais et les Écossais ont quitté leur pays pour cause de famine et se sont retrouvés aux États-Unis, ils ont emmené avec eux leurs traditions. Et en lieu et place des navets, ils les ont remplacés par ce que nous connaissons communément comme la gentille citrouille. Voyez-vous? Voilà. Donc maintenant, la citrouille,
avant anciennement un navet, n'est-ce pas, continue d'être le moyen que les uns et les autres ont trouvé pour chasser les mauvais esprits, les esprits maléfiques et évidemment le Jack aux lanternes qui erre toujours d'après la légende. Donc maintenant, vous saurez pourquoi il est important de creuser une citrouille, de la placer à l'extérieur de votre foyer pour tenir éloignés tous les esprits mauvais génies. Voilà pour ce qui est de Jack. Et maintenant, nous allons parler d'un autre aspect, à savoir les friandises. D'où vient le des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort, pareillement, nous remontons encore une fois en Irlande et en Écosse, où évidemment une tradition bien lointaine remonte, parce qu'il faut savoir que des bonbons ou un sort sont apparus aux États-Unis dans les années 1930. Mais avant ça, plusieurs traditions ont, on va dire, entouré cette façon de faire. Il faut savoir qu'avant ça, en Irlande, en Écosse et sur l'île de Man, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes se rendaient dans les foyers et demandaient des friandises en menaçant les plus réfractaires d'un sort issu de vieilles traditions gaéliques. Les personnes étant superstitieuses, je peux vous assurer qu'elles leur transmettaient des friandises. En Irlande, les plus pauvres allaient de foyer en foyer en échangeant une chanson contre une pièce pour honorer les morts. Donc voilà, il y a eu cette tradition également. Dans le sud de l'Irlande, on échangeait une chanson ou une prière pour honorer les morts contre le gâteau des âmes. Le gâteau, c'est un petit gâteau qui était rond avec une croix et cette croix représentait les âmes errantes coincées entre les mondes. Les gens portaient toujours leurs lampes au navet, rappelez-vous, notre brave Jack O'Lantern, pour se protéger des esprits maléfiques. Ça, c'est en Irlande. Dans le Somerset, nous avions ce qu'on appelle la nuit des punkies, le 30 octobre. Et là, ça se passe tout à fait différemment. Il faut savoir que les enfants allaient de maison en maison demander une pièce et avec l'argent récolté, ils achetaient des feux d'artifice. La légende veut que si on leur refusait la pièce, un malheur arrivait à tous les membres du foyer. Donc, beaucoup de malheurs, beaucoup de malédictions, donc très particuliers. En France, on était totalement sur une autre dynamique. En France, les enfants allaient de maison en maison pour réclamer des fleurs, pour pouvoir honorer les tombes. Et puis, au fur et à mesure, toutes ces traditions sont tombées en désuétude et en lieu et place, au début des années 1930, la tradition des bonbons ou un sort s'est installée, s'est propagée, s'est répandue pour arriver jusqu'à nous. Et enfin, une troisième petite information, c'est par rapport aux farces. Alors, on sait tous que la période d'Halloween est une période où les enfants font beaucoup de farces. Et le fait de faire des farces, la légende, en fait, elle vient du fait que si les enfants font des farces, les mauvais génies ne viendront pas en faire. Les fées maléfiques ne viendront pas vous faire des farces. Donc, plus les enfants feront de farces, et moins les fées maléfiques et les mauvais esprits viendront chez vous. Autrement dit, laissez vos enfants faire des farces en la période de Halloween. Ça vous évitera la visite de mauvais génies et de mauvais esprits. Merci de m'avoir écouté et bon Halloween, bon Samaïn, bon Samin à toutes et tous. Et donc nous allons continuer cette épopée Halloween, Antoine, avec le récit que nous a fait le plaisir de nous conter Elisabeth, avec ses grands talents de narratrice, sur ce monstre d'Enfield qui s'est passé dans l'Illinois, un espèce de monstre à la peau grisâtre, qui aurait malmené un enfant. Il y a eu une chasse aux monstres organisée pour essayer de le capturer. Et puis comme tous ces monstres et entités et créatures démoniaques que l'on aurait aperçues aux quatre coins du monde, on n'a jamais réussi à la capturer. Voilà. Et vous allez être surpris parce que Elisabeth est peut-être une woman in black. Bien le bonjour, dame Elisabeth. Bien le bonjour, Antoine. Ça roule? Ben oui. Tu dévoiles enfin ton jeu. Men in Black. Women in Black même, devrais-je dire.
Ah, je suis la woman in black de service, la plus miro du monde d'ailleurs, sans mes lunettes, je ne vois pas tripette. Et justement, c'est lui qui m'aide, mon assistant. Exceptionnellement, Casper est venu ce soir. Et je vais vous dire, il n'a pas tourné depuis Ghostbusters. Il ne veut plus se montrer depuis. Et là, exceptionnellement, il a décidé de venir. Alors là, vous voyez, il a un petit coup de mou électrique. Parce que normalement, il a les yeux rouges qui clignotent, comme la chose dont je vais vous parler. Mais là, bon, il a décidé de faire la gueule, donc je n'y arrive pas. Et si vous saviez ce qu'on sait faire tous les deux, lui et moi, hein, ah, Casper, n'est-ce pas mon vieux, ça roule. Ah, vous allez voir tout de suite. Tu es prêt, Antoine? À la Mon Dieu! Elisabeth! Mais où es-tu? gros comme des lampes torches, mais au voyant, comme si ça illuminait. Donc il a eu la peur de sa vie, le brave homme. Alors les flics écoutent tout ça, ils vont aller dans le jardin, voir la maison, enfin ils regardent, et ils trouvent effectivement des griffures très profondes sur le bois de la porte, également sur les murs, et puis ils vont relever des empreintes dans le jardin. Et alors ça ressemble vaguement à des pattes de gros chiens, dont une inversée, enfin une patte inversée, et c'est de belle taille, hein. Par contre, ça a six doigts. Alors que tout animal, un chien, un humain, ça a cinq doigts, hein. Là, il y en a six. Et les policiers repartent là-dessus, plutôt dubitatifs, pour ne pas dire sceptiques, parce que là, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont du mal à croire un mot de l'histoire qu'on vient de leur raconter. Ils arrivent au poste de police et la surprise du chef, les collègues leur racontent qu'il y a un gamin qui a été attaqué par une créature, il s'appelle Gareth, donc on parle du petit garçon de tout à l'heure, et lui raconte exactement la même chose. Et qui s'est fait attaquer. Et il raconte la peau grisâtre, même gluante, rajoutera-t-il, c'était peut-être trop fait de brillant. Et puis les yeux, cet affreux regard, énorme et tout rouge. Bon, ça aurait dû quand même alerter les policiers. Deux descriptions identiques venant de la part de deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas communiqué, bien évidemment, et à 2 heures d'intervalle, c'est quand même pas logique. Et puis là, c'est pas le jour d'Halloween, comme aujourd'hui, hein, et ça se passe au printemps. Donc, ça devrait bouger. Bah, va y avoir une vague enquête et en 3 jours, c'est classé sans suite, on n'en parle plus. Oublions, c'est de la connerie. Mais des journalistes ont été avertis de l'affaire et quelques-uns viendront interroger le brave monsieur euh, dont je me souviens plus le nom, McDaniel. Et l'un d'eux dira, bah écoutez, vous êtes peut-être confondu, mon cher, avec un kangourou. Peut-être que c'est un kangourou qui s'est échappé d'un zoo ou chez un particulier. Alors, McDaniel est furieux. Il dit, écoutez, je sais reconnaître un kangourou déjà. Il n'a pas les yeux rouges, il fait pas des bonds comme ça, il n'a pas la peau grise, il a des poils et c'est pas du tout ça. Puis moi, je connais les kangourous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu un kangourou de compagnie quand j'ai été transférée quand je faisais mon service militaire. Je suis allée en Australie et je suis restée un moment là-bas et j'avais un kangourou de compagnie. Donc les kangourous, je les connais. Je sais comment ça marche, je sais comment ils sont. Donc, ça aurait pu être un kangourou, mais c'est pas ça. Et il va y avoir une confusion, et c'est là que ça va tourner mal, parce que les gens se disent, elle a vu un kangourou, c'est un kangourou échappé d'un zoo. Il va y avoir un gars qui s'appelle Alain Yorkshire, qui vit dans une petite bourgade qui n'est pas très loin, à Elyria, et lui va adresser le 16 mai 1973 une lettre au journal d'Enfield. Comme il ne connaît pas l'adresse, il met journal d'Enfield à Enfield. Et comme il n'y a pas de journal à Enfield parce qu'il y a 750 habitants, eh bien la lettre va finir entre les mains de Myrtis Fields, qui est la trésorière du village, et qui va donner ça aux flics. Et dans son courrier, ce monsieur prévenait que Masset, son kangourou, s'était fait la malle, à moins qu'il ne soit volé, et il offrait une récompense de 500 $ pour le récupérer, et il dit qu'il va venir en ville. On ne saura jamais s'il est venu. S'il a retrouvé sa bestiole, on n'entendra jamais plus parler de ce monsieur. En attendant, je le redis, ça n'avait rien d'un kangourou, hein, et un kangourou. Je ne crois pas, je ne suis pas très, très, très fixée sur le sujet,
Encore que, je vais vous raconter mon histoire de kangourou perso après. Ça feule pas comme un chat sauvage, hein. Alors, mon histoire de kangourou, elle est très simple. Ça m'a gâché mon réveillon du Noël 87, enfin, du premier, mon réveillon de la Saint-Sylvestre. J'étais invitée dans un château qui se trouve en forêt de Rambouillet. Et le propriétaire avait une guenon qui vivait dans un petit pavillon à part. C'était une femelle. Elle était chimpanzée, elle était tout à fait charmante, sauf qu'elle détestait les bonnes femmes. Donc, comme elle va arriver voir arriver une tribu de bonnes femmes, ça va l'énerver, elle va réussir à se barrer de sa propriété et aller grimper sur le toit du château pour la récupérer. Bonjour et toutes les dames aux abris, parce que en liberté, elle était capable d'attaquer ces dames, dont moi. Le lendemain matin, enfin, on a réussi à la rattraper. Le lendemain matin, je sors avec mon petit bol de café sur la terrasse du château quand je me vois se pointer un wallaby, donc un petit kangourou, et je me dis, il a pas l'air commode celui-là. Et j'avais raison, voilà qui me fait la courette. Et, j'ai eu le temps de rentrer dans le truc, sinon le wallaby s'occupait de mon cas. Il a vraiment pas l'air commode. Il était tout petit, mais plutôt nerveux. Et j'ai vu tout le reste de la journée des wallabies sautillaient partout. Et maintenant, pour ceux qui connaissent les Yvelines, ils savent parfaitement que la forêt de Rambouillet est infestée de wallabies. Il y a des kangourous partout. Et si vous avez jamais vu de kangourous en liberté, bah, allez faire un tour en forêt de Rambouillet, bah, c'est les Rambouillet, c'est les kangourous du château. Donc, un kangourou, ça se reconnaît. Allez, je continue. Donc, les jours passent. Et il y en a très peu qui vont passer. Et le pauvre homme, McDaniel, là, il est complètement traumatisé par son histoire. Et il gâte évidemment ce qui arrive. Et puis, dans la nuit du 5 au 6 mai 1973, il est réveillé en sursaut par l'aboiement des chiens du quartier. Enfin, c'est peut-être pas un quartier, c'est plutôt des maisons un peu éparses. Et il n'a jamais entendu ça à ce point-là, parce qu'un chien, il peut aboyer, t'en as trois qui aboient, puis après, ça se calme. Mais là, pas du tout. Donc il dit, oh là 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 là. Et courageusement, il se lève, il va rechercher son flingue et il va sortir pour aller voir ce qu'ont les chiens. Et pourquoi ils continuent à donner de la voix comme des malades? Ah ben il va pas être déçu, hein. Ah, à peine a-t-il ouvert la porte d'entrée de sa maison qu'il voit exactement la même créature qu'il avait vue quelque temps plus tôt. Et celle-ci se déplace le long de la voie ferrée qui est en contrebas de la maison. Et elles ne sont pas du tout le moins du monde se préoccuper de sa présence. Elle l'a peut-être pas vu, remarquez bien. En tout cas, elle continue de cheminer le long des rails. Alors, il ne va pas tirer, évidemment, parce qu'il n'a pas envie de la rappeler, hein. Et d'un seul coup, elle va s'arrêter, puis elle va repartir comme si de rien n'était. Bien entendu, bah, il cause, sa femme aussi, et la rumeur se répand, et la presse en est informée. Mais il a fait quelque chose. Il a prévenu la presse aussi. Il a téléphoné immédiatement après sa glaçante vision d'horreur à la station de radio locale qui est dans un village voisin, la WWKI, pour raconter son histoire. Et juste après son appel, le directeur de la station de radio, qui s'appelle Rick Rainbow, va se précipiter sur place avec trois personnes pour aller essayer de capter, voire de photographier la monstrueuse créature et, le cas échéant, de l'enregistrer. Donc, il est parfait avec un magnétophone. Il viendra accompagné de trois hommes, un auditeur de la station, Ed Phillips, qui est un chasseur de gros gibier très expérimenté, qui va arriver avec un arsenal de trucs, d'armes en tout genre, mais également des fusils chargés de balles tranquillisantes. Armés jusqu'aux dents, ils vont se mettre à patrouiller d'abord en ville pendant 2 jours, ce qui va énerver considérablement les autorités de police parce qu'ils ne font pas tout seuls, et ils vont venir jusqu'à la périphérie vu qu'ils n'ont rien trouvé en ville. Et le 8 mai, alors qu'ils se trouvent près d'un bâtiment abandonné, probablement une vieille gare désaffectée, proche de la maison des maisons de McDaniel, et ben ils vont s'apercevoir, quoi? Que ça bouge. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une créature grise qui se déplace au milieu du taillis. Il voit pas trop bien comment c'est foutu, mais il voit bien la tête. Et d'après Rick Rainbow, ça devait mesurer environ 1,40 m, sa peau était grisâtre. Et ce qu'il voit est absolument monstrueux. Ça ne ressemble à rien de connu. Tous vont tirer dessus. Les quatre, boum! Deux diront l'avoir touché. Et elle ne va absolument pas réagir à ça. Elle va foutre le camp en courant à une vitesse absolument sidérante et disparaître dans le bois plus proche.
Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un plus par rapport aux observations de McDaniel. Ces pauvres gens vont entendre un hurlement absolument terrifiant, comme ils n'ont jamais entendu de leur vie. Et il se trouve que le magnétophone de Dick Rainbow tourne à ce moment-là et que la voix sera enregistrée. C'est terrifiant. Et suite à cela, bien évidemment, la quiétude de la petite famille McDaniel va être sérieusement troublée parce que quand on appelle la presse, bah, tous les journalistes ont entendu à la radio ce qui se passait. Puis les curieux et les chasseurs qui veulent se faire la bête, vous savez très bien comment on est aux États-Unis, ils sont tous arrivés avec leurs flingues. C'est monstrueux. Dès le lendemain matin, parce que déjà, le Rick machin, là, il était arrivé dans les 2 heures qui avaient suivi le coup de fil. Mais là, c'est l'enfer pour les 750 habitants. Il y en a partout. Et ils sont tous arrivés, pour la plupart, en ce qui concerne les curieux, sont des chasseurs, ils sont en treillis, ils ont les flingues et ça va faire mal. La police est débordée, surtout qu'en plus, il ne doit pas y avoir des effectifs formidables. Le shérif de la ville, Joy Pochard Junior, il s'appelle Pochard, le pauvre shérif, est complètement débordé et il va se rendre à McDaniel pour lui passer un sacré savon. Et lui dit, si vous continuez à parler aux journalistes, ça va barder pour vous, je vous mets sous les verrous. Aidez-vous. McDaniel ne se taira pas, il va continuer son truc. Le shérif Pochard est complètement pur et dur au niveau du scepticisme, hein. Cette histoire-là, c'est du foutage de gueule, il n'en croit pas un mot, comme d'ailleurs la majorité des citoyens du village, qui eux sont pas du tout convaincus de cette histoire, et ils mettent sérieusement en doute la crédibilité de McDaniel. Peu importe. Peu importe, on a beau dire ce qu'on veut, les gens continuent à affluer et McDaniel continue à donner ses interviews. Et ça va patrouiller quand même si on est sceptique, les chasseurs vont patrouiller partout, notamment le long de la voie ferrée, ils sont dans les bois, ils sont partout, ils sont en ville, hein, quand même. Et ils sont là de jour comme de nuit. Faut pas rater le coche, hein. Le 8 mai, donc 2 jours après, le shérif donne ordre à son adjoint qui s'appelle Jim Clark de prendre les choses en main. Alors celui-là est un pur et dur aussi, et il explique à la presse et à tous ceux qui continueront à chercher, et que de toute façon, tous ceux qui auront une arme à la main, c'est direct en prison. Parce qu'il est convaincu qu'il y en a bien un qui va tirer sur un autre en le prenant pour la créature. Et il va tenir parole d'ailleurs, parce que 5 hommes vont se vanter, c'est des mecs qui ont une vingtaine d'années, se vanter d'avoir tiré sur la bête qu'ils ont vue, qui courait dans un sous-bois à une vitesse qu'ils diront vertigineuse. Ceux-là, ils finissent au trou. Donc la police va les accuser de constituer une menace pour la sécurité publique et également de violer la législation sur la chasse. Les 2 hommes qui ont été arrêtés, qui s'appellent Mike Mogul et Roger Tapi, il y en a eu 5, mais il y en a 2 qui sont originaires d'Elwood, une autre ville de l'Illinois, vont expliquer, vont donner des détails. Ils vont dire, voilà ce qu'on a vu. On a vu une créature à la peau grise, dissimulée par les broussailles. On a tiré sur elle, mais elle n'a pas apparu du tout blessée. Elle est partie en courant à une vitesse folle et on n'a jamais pu la rattraper. Donc, le shérif Pochard est furieux. C'est la chien en lit dans sa vie. Il n'en peut plus. Il remenace une énième fois McDaniel qui s'en fout royalement et qui continue de recevoir et de parler à tout le monde. Pourquoi il s'acharne autant, ce brave homme? Parce qu'il a eu la trouille de sa vie, et qu'il est convaincu que c'est dangereux et qui veut absolument qu'on rattrape le badard, qu'on la tue, cette bête. C'est à ce moment-là que va arriver un cryptozoologue éminent qui a presque une renommée internationale et qui s'appelle, comment il s'appelle ce mec? Laurel Kahneman. Et lui, il va avoir un truc, c'est qu'il va également entendre le hurlement de la créature, comme le gars de la station de radio. En fait, à un moment, il farfouille comme tout le monde et il est près d'une maison abandonnée. Et là, il entend un hurlement, il n'a rien vu, hein. Il a entendu un truc monstrueux. Il dira que c'était comparable au cri de la banshee. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une banshee? C'est une créature féminine surnaturelle de la mythologie celtique qui avait l'habitude de pousser des hurlements terrifiants et qui chantait de sinistres mélopées funèbres. Donc ça lui rappelle tout à fait ça.
Ce gars a quand même pris des tas de photos au cas où. Il n'y en a pas une où il y a quoi que ce soit. Et il repart très, très perplexe en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Au mois de juillet 1974, il y a une revue un peu surnaturelle qui s'appelle Fate Magazine qui va publier un article signé de sa main et d'un certain Jérôme Clark qui parle du monstre d'Infield. Alors, le monstre d'Infield, la créature monstrueuse d'Infield, ça c'est à la une de tous les journaux. Et c'est à ce moment-là que les ufologues qui vont lire cet article vont se mettre à révéler que suite à l'apparition de cette créature, une vague d'ovnis a été observée dans la région d'Infield et ses environs assez larges. Et certains de ces ufologues vont laisser courir le bruit que cette bestiole, cette créature est absolument démoniaque et c'est peut-être un démon. Ils associent apparemment, peut-être à raison d'ailleurs, les deux choses. En tout cas, ce qui va se passer de très étrange, eh bien, c'est que du jour au lendemain, cette bestiole va disparaître et on ne la reverra jamais. Et personne ne pourra expliquer le mystère du monstre d'Infield. Mais il faut signaler qu'en juillet 72, des habitants du comté de Pike, qui est pas très loin de Saint-Louis, à 3 heures de voiture d'Infield, avaient déjà été inquiétés par un truc de ce goût-là. Ça y ressemblait fort. Un témoin avait prévenu la police parce qu'il n'avait pas eu chance. Le brave homme, il débarque sa voiture quand d'un seul coup, il entend un monstrueux boucan et la chose s'est jetée sur son pare-choc et l'a carrément arraché. Faut le faire. Ensuite, il y en a un autre qui roule sur l'autoroute et qu'est-ce qu'il voit passer? Une créature de ce gabarit-là avec entre enfin, dans la mâchoire, un mouton et qui court, mais alors une vitesse qui dépasse l'entendement. Et alors, il y a aussi autre chose. Le 25 juin 73, une autre apparition tout aussi inquiétante que celle d'Enfield va terrifier deux touristes qui s'appellent Randy Needham et sa petite amie Jodie Johnson. Ceux-là sont en vacances à Murfreesboro et c'est très loin d'Enfield. Hein. C'est à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Enfield. Et alors, entre Enfield et un parc qui s'appelle le National Park Shawnee, dont je vais vous parler pour terminer, il n'y en a plus pour très longtemps d'ailleurs, eh bien, il s'est passé des drôles de trucs, vous verrez. Donc, ces jeunes gens garent leur véhicule sur une aire de stationnement proche de la rivière Big Muddy. Il y a un petit bois aussi, et d'un seul coup, ils entendent un hurlement, mais atroce, effrayant. Et ils voient immédiatement surgir du sous-bois une créature, mais celle-là, elle mesure 2,10 m. Sans attendre, ils filent se rendre au poste de police, ils ont dégagé sans pas rester là, et ils vont raconter aux policiers ce qui leur est arrivé. Et dans le rapport de police, où est consigné le rapport du monsieur, eh bien, c'était un bipède, ça mesurait 2,10 m de haut, ça avait des cheveux clairs, souillés de boue, collés, et ça a qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça avait la peau claire, il n'y avait pas de poils. Bizarre, hein? Et ça a continué de crier en changeant de ton en se rapprochant de la voiture. Ils ont la peur de leur vie. Alors, Judy Johnson va dire qu'elle a entendu le cri, elle aussi, mais qu'elle n'a pas vu la chose. Et ils vont dire tous les deux, convaincus que c'est quelque chose de pas normal, qu'ils n'ont jamais entendu un hurlement pareil, qu'un être humain n'est pas capable de crier de cette manière. Donc, la police se rend sur place. Elle trouve sur la boue près de de la boue près de la berge. Et effectivement, on trouve des empreintes de pied, 31 cm de long. Et lorsque le shérif adjoint va venir sur place en compagnie du témoin masculin Randy Needham, là, ça va corroborer les dires, puisqu'il va y avoir ce hurlement atroce et perçant. Ça résonne dans la nuit. Le témoin reconnaît immédiatement ce cri. Le policier, qui s'appelle Nash, dira que c'est plus tard que c'est le cri le plus incroyable qu'il ait jamais entendu de sa vie, que ça pouvait pas être un animal, et en plus, le truc devait être, d'après lui, à une centaine de mètres d'eux. Donc, voilà. Là encore, les choses ne s'arrêteront pas là, puisque dans la soirée du 26 juin 73, un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Christian Baril s'amuse à poursuivre des lucioles dans la cour de derrière la maison de chez ses parents. Et d'un seul coup, il arrive en courant, et en hurlant de peur, en disant à ses parents, Papa, papa, il y a un gros fantôme dehors. Les parents se disent, il s'est fait peur tout seul, le gamin, vu que la nuit tombe, ça ne tient pas debout. Sauf que
10 minutes plus tard, voilà que les voisins de la famille Barril, Cheryl Ray et Randy Cross, vont repérer dans un champ tout proche une créature bipède très massive qui sort d'un bois. Elle mesure entre 2,20 m et 2,40 m et sa peau est très pâle, d'un blanc sale, dira la dame. Elle va se rapprocher si près du cou qu'ils vont ressentir une odeur affreuse, qu'ils diront fortement musquée, pardon. Suite à cela, il va y avoir un chien pisteur qui va venir avec les policiers, il s'appelle Reb, ce chien, et on lui fait suivre la trace. Et cette trace va mener à une grange abandonnée dans laquelle il s'arrête. Le maître chien lui dit, Reb, tu rentres, et Reb, il ne rentrera jamais dans la grange abandonnée. Et c'est la première fois que ce chien hyper efficace et bien dressé refuse d'obéir à un ordre. Il va y avoir déjà un précédent à Murfreesboro et une créature semblable qui a été repérée. C'était le 7 juillet 1973, tiens, à peu près concomitant avec Enfield, hein. Et ces employés d'un cirque étaient en train de travailler sur leur bazar, là, et qu'est-ce qu'ils voient rôder autour des poneys? Une créature similaire. Il y aura des observations jusqu'à l'automne. Et après ça, elle disparaîtra et on ne la reverra plus. Donc les gens, ils ont fait tout de suite le rapprochement avec le truc qui s'est passé à Enfield. Alors ces deux créatures ne se ressemblent pas, évidemment. Il y a un Bigfoot manifestement d'un côté, mais qui n'a pas de poils. Donc c'est encore un nouveau modèle. Et puis il y a un truc qui ressemble à rien. Et alors, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé un petit peu dans la région. Et je pourrais vous tenir 2 heures là-dessus, mais on va faire très bref maintenant. Il y a une ville qui est à côté d'Enfield qui s'appelle Mount Vernon. Et dans les années 41-42, eh bien, il y a une créature très bizarre qui a sévi et qui a tué et mutilé de nombreux animaux dans les zones où elle a été aperçue. On est sur les mutilations de bétail. Et on sait déjà qu'à la fin des années 1860 et au début du 20e siècle, il y avait une histoire étrange d'un esprit féminin que la population avait surnommé Black Annie, qui sévissait à Mount Vernon. Elle était apparue en 1860 après qu'une sorcière locale se soit attaquée au bétail des fermiers. On l'avait chassée 2 ans plus tard. Un truc qui est un immense ouragan, c'est tout à fait sur la ville, uniquement sur la ville, va la dévaster. Il y aura 37 morts, 800 blessés. Et au milieu des décombres, que voit-on? Une femme spectrale vêtue de noir qui pleure, pousse des hurlements de banshee et qui disparaît soudainement pour réapparaître en 1918. Là, elle va poursuivre dans les rues les habitants de la ville de Mount Vernon. Elle disparaîtra à nouveau pour revenir en 1936. Et puis après, on la reverra. Entre Anfield et Shawnee National Park, dont je parlais tout à l'heure, ont été répertoriés depuis 2 siècles, et en particulier depuis le 19e siècle. Des histoires de sorcières, mais flippantes au dernier carrage. J'en ai lu quelques-unes, c'est affreux. Des massacres, des disparitions inexpliquées de personnes, des meurtres jamais résolus dont on a pensé que c'est des serial killers, on n'a pas eu de preuves. Alors, il faut savoir que le sud de l'Illinois, plus bas qu'Enfield, est recouvert de vastes forêts touffues. Et c'est là, tout en bas, que se trouve le Shawnee National Park, qui est un endroit absolument merveilleux, avec des formations géologiques très étranges, genre cheminées de fées. Et là-bas, existe une zone tout à fait particulière que les anciens colons et les Amérindiens Shawnee, dont le mythe de la création, d'ailleurs, je le souligne, était proche de ceux des Algonquins, ont baptisé une zone de cette zone forestière la cuisine du diable. Cette zone très boisée a toujours été le théâtre de phénomènes inexpliqués de toute nature. Des apparitions fréquentes de boules de lumière surgissant de nulle part, des sons étranges, des hurlements puissants et inhumains. Tiens donc. Il y a aussi de grands tumulus qui ressemblent un peu à des pyramides. Ce n'était pas les Shawnees, ça c'est une culture avant. Ces tumulus, jamais il y a eu d'autorisation pour qu'ils soient fouillés. Sauf on a retrouvé deux momies, enfin, ouais, c'est pas des momies, des squelettes face à face, assis face à face. Et entre deux, une pierre calcinée. Ils étaient couverts de bijoux très, très anciens. C'est le seul. Les autres n'ont pas été autorisés à la fouille. Alors ça appartenait, disait-on, c'est les Indiens qui le disent, les Amérindiens, descendants, à la culture Adena,
qui était une culture qui avait une relation avec le peuple des étoiles dans sa tradition, comme par hasard. On trouve encore sur certaines roches du parc des pétroglyphes extrêmement anciens, et des photos de ça, des tombes, des vestiges divers. C'est un lieu sacré, et ce site sacré s'appelle Millstone Bluff. Il est question là aussi de Thunderbird, oiseau tonnerre, bien entendu d'OVNI. Par exemple, le 9 Fork a répertorié le cas d'un vaisseau observé durant la nuit par des campeurs en juin 2003. C'était des lumières oranges et des faisceaux oranges pulsants qui ont été pointés sur la tente et sur ces pauvres gens pendant 1 heure, quand ils ont eu la trouille de leur vie, comme vous l'imaginez. Dans ce parc, comme dans d'autres zones de l'Illinois, se sont multipliées les apparitions de Bigfoot. En 2017, l'État de l'Illinois était celui où on a vu le plus de ces créatures simiesques. Et là où on a vu la plus grande concentration, comme par hasard, c'est le parc national Shawnee. Donc, pour en terminer avec les Shawnees, je dirais qu'ils évoquaient eux aussi un esprit nommé Mizingwa, qui vivait dans la forêt de cette zone et protégeait les animaux et les arbres, la forêt, la nature. Et certains Amérindiens disent encore qu'en fait d'esprit, il s'agissait plutôt d'un Bigfoot. Donc vous aurez compris que cet état de l'Illinois est très particulier, mais ce qui se passe à partir d'Enfield, parce que c'est comme une ligne, vous voyez. Vous avez Saint-Louis, vous avez l'autre ville dont je ne me souviens plus le nom, Jacksonville peut-être, je ne sais plus. Et puis ça fait une ligne, parce que Mount Vernon, c'est exactement sur la même ligne qu'Enfield, hein. Et à partir de là, plus on descend, puis il y a des trucs bizarres. Voilà. Donc j'espère que je vous ai bien fait peur, peut-être pas, mais au moins je vous aurai appris des choses. Voilà. Donc avec Casper, ça t'a plu mon vieux? Hein? Ah oui, bon, il n'est pas très bavard. En fait, il fait la gueule. Il n'a pas envie qu'on le voie. Donc nous allons disparaître bientôt. Je remets mes lunettes de Men in Black et je vous dis bonsoir, amis du soir. Et Jérôme, on ne pouvait pas finir Halloween sans un conte d'Halloween. Mhm. Et c'est de tradition. Et justement, j'en ai trouvé un. Et on va mettre un peu de lumière, parce que je vais en avoir besoin pour vous lire ce conte. Dans un livre qui est sorti aux éditions de Tré Daniel, le grand livre secret des gnomes, lutins et farfadets. C'est un livre qui est vraiment très très sympa, qui redonne un bestiaire des petits êtres de la nature, des petits lutins, des petits farfadets de la nature, et qui mélange un certain nombre de contes et d'histoires. Voilà, les légendes et traditions. Dans la pure légende et tradition des contes féeriques. Et je voulais vous en lire un qui s'appelle De mille feux. Hop. Écoutez bien. De mille feux. C'était un bois humide où l'on ne venait pas. Un de ces lieux maudits d'où l'agriculture était bannie. Un endroit déserté des hommes, loin de tout, où la terre embourbait le pied de celui qui osait s'y aventurer, rendant impossible la randonnée prévue, impensable le déchiffrage, et encore moins probable d'y faire paître quelques bêtes qui s'y perdraient à coup certain. Pourtant, en ce début de nuit, les gamins de la région avaient osé s'aventurer sur les abords du bosquet, suivant l'un d'entre eux qui avait par hasard découvert un jeu des plus amusants. Il fallait y venir de nuit, ne surtout pas faire de bruit, se poster tout accroupi à sa lisière, là où la terre était encore ferme, pour pouvoir porter les corps sans risque de s'y enfoncer. Il fallait alors attendre un cri, celui d'une chouette hulotte mâle. C'était le signal. C'est la même chouette que l'on a entendue tout à l'heure. Ouais. Au cri de l'oiseau, chaque enfant se levait, tour à tour, prenait un des cailloux qu'il avait préalablement ramassés le long des sentiers l'après-midi, et, muni de son projectile, l'enfant lançait la pierre dans la forêt. Quelques secondes plus tard, un feu s'embrasait. C'était une lueur d'un bleu étrange, passant au verdâtre, rarement d'un jaune vif. Lorsqu'il était seul à briller, on n'y prêtait pas trop attention. Mais lorsque ces feux s'allumaient de partout, le spectacle devenait pleinement magique. Et c'était là la découverte des gamins du village à côté. Se mettre tour à tour à jeter leurs cailloux,
une pierre après l'autre, à cadence élevée, sur un air de musique inventé par l'orger, rythmé. Un constat fortuit de l'un d'eux qui s'était aventuré de nuit dans la campagne à la suite d'une dispute familiale. Il avait fui les coups de son père pour plonger dans le calme nocturne. Peu décidé à rentrer, il s'était éloigné de plus en plus des maisons, du village, pour terminer par redécouvrir un sentier abandonné. Il l'avait suivi jusqu'au bord de la forêt. Là, laissant s'exprimer toute la rage due à l'injustice qu'il avait subie, il ramassa une pierre et la lança loin contre les troncs. C'est alors que la lumière explosa à quelques pas de lui. Intrigué, il renouvela l'expérience, lança un, puis deux, puis une poignée de cailloux pour voir étinceler la forêt. Il ne put taire sa découverte et de secrets murmurés à l'oreille d'un ami, à une vague de rumeurs emportant toute la jeunesse d'un village. Il ne se passa que quelques jours avant qu'un plan fût fomenté. C'est ainsi que la journée se passa à faire des réserves de cailloux, à inviter les uns, les autres, à passer la soirée, la nuit, chez l'un, chez l'autre, jusqu'à embrouiller tous les parents, ne sachant plus vraiment qui est chez qui est chez l'autre, mais permettant à toute cette marmaille de fuir le village en toute discrétion pour se rendre au point de rendez-vous. Et là, à la tombée de la nuit, tout était rassemblé pour créer un tableau qu'il n'oublierait jamais. L'effort coordonné des jeunes gens animait à présent le bois. Tour à tour, des feux s'allumaient, changeaient de couleur, s'éteignaient. Excités par le spectacle, des lumières qui défilaient sous leurs yeux, les enfants se mirent à lancer des cailloux par poignées de plus en plus grosses. Il faut dire que certains avaient de quoi. Ils avaient porté plusieurs kilos de pierres et étaient bien décidés à récolter le fruit de leur dur labeur. Ils accompagnèrent leurs gestes de cris, de rires, de brouhaha, troublant la quiétude des lieux, franchissant toute limite permise lorsqu'on s'amuse avec la nature. Les feux se firent dizaines, centaines, milliers. Grandissant en puissance, ils finirent dans une explosion de lumière. À ce moment, aux cris retombés de stupéfaction de la marmaille, répondirent d'autres cris. Des ricanements, des glousseries tonitruantes venues du fond de ces bois. On y entendait des claquements de langue affreux accompagnés de crachats menaçants et de sifflements insupportables. Le bois était en feu et dans les flammes, s'élevant dans les airs en de sinistres craquements, les enfants devinèrent des ombres se mouvant, bien décidés à sortir de la forêt pour se venger de leur affront. On ne pouvait plus distinguer ces formes tordues de celles des arbres, bouleaux, aulnes, chênes, noisetiers, dont les branches se confondaient maintenant avec des dizaines de bras levés, prêts à s'abattre lourdement sur ceux qui les avaient éveillés, frappés de leurs pierres, bombardés de leur défoulement. À leur tour de frapper, à eux de s'abattre sur ces jeunes humains désobéissants ayant bravé l'interdit du lieu. Ceux qui oublient de respecter le territoire des esprits doivent être punis. N'est-ce pas, Jérôme? Je le confirme. Prenant leurs jambes à leur cou, les enfants dévalèrent les sentiers pour regagner leur village. Déboulant dans leur maison, ils racontèrent affolés leur mésaventure aux parents. Ces derniers sortirent à leur tour, et s'étant rassemblés, se mirent en marche pour aller voir cet incendie. Inquiétés autant par un feu qui menacerait leurs habitations que par cette histoire de monstre, ils avaient pris la précaution de s'armer avec ce qu'ils pouvaient, un fusil, une pelle, un marteau, avant de s'élancer dans la forêt interdite. Arrivés sur les lieux, ils ne virent rien d'autre qu'un bois endormi. Ni feu, ni lumière, ni bras tordus, ni créatures démoniaques, ni même la moindre trace de la présence en ces lieux de leur progéniture. C'était comme si jamais personne n'était venu ici, au point de mettre en doute le récit des enfants, dont la punition qui s'ensuivit, elle, n'eut rien d'une affabulation. Plus tard, les anciens mirent en garde les plus jeunes. Eux, ils savaient bien ce qui s'était réellement passé, que toute cette histoire abracadabrante était malheureusement bien vraie. Les grands-pères, les grands-mères, les aïeux leur firent promettre de ne plus jamais y retourner. Ces bois étaient tentés de créatures qu'il valait mieux abandonner à leur tranquillité sauvage. On les appelait là-bas des follets, des farfadets, et si nul homme ne les avait jamais vus, il y avait une bonne raison à cela, aucun de ceux qui les avaient croisés n'était revenu pour en parler. Belle histoire, Antoine. Voilà cette petite histoire d'Halloween qui est pleine de sagesse, qui nous met en garde contre le fait de venir déranger les esprits. L'incrédulité des humains face à ce monde invisible. Exactement. Et comme disait le grand Higelin dans Champagne, déjà le ciel blanchit
Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne. Monstre de Barneville.